Élections législatives au Cap-Vert, le principal parti d'opposition bénéficiera d'une majorité parlementaire de 40 sièges sur 112. En Libye, des centaines de personnes ont manifesté vendredi soir à Tripoli pour soutenir le gouvernement d'unité nationale. Et puis pour tenter d'apaiser les violences au Burundi, le Conseil de sécurité envisage d'envoyer une police de l'ONU dans le pays. Très heureuse de vous retrouver en ce début de week-end. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Cap-Vert, le principal parti d'opposition qui a repris le pouvoir après 15 ans d'absence en remportant les élections législatives du 20 mars avec 53,5% des voix, bénéficiera d'une majorité parlementaire de 40 sièges sur 112. Et ce, selon les résultats définitifs annoncés ce vendredi par la commission électorale. La victoire du mouvement pour la démocratie devant le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, membre de l'Internationale socialiste au pouvoir depuis 2011, était acquise depuis le soir du scrutin, mais les résultats du vote dans l'importante diaspora à l'étranger se sont fait attendre. Arrivent ensuite 3 petites formations qui ne seront pas représentées à l'Assemblée nationale. Au Niger, le président Issoufou, réélu pour un second mandat, entame son nouveau quinquennat ce samedi où a lieu son investiture en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'opposition nigérienne refuse de reconnaître le président ainsi que toutes les institutions issues des dernières élections. Une attitude que le ministre conseiller du président de la République qualifie de désinvolte. C'est une attitude de désinvolture. Moi, je peux dire que c'est regrettable et c'est malheureux. Pour ne pas dire même que c'est ridicule pour un pays quand même qui se respecte. Dès au départ, en tout cas, les opposants ne voulaient pas aller aux élections. Ils ont fait des tentatives. Ils ont tenté de reprocher au fichier, disons, des lacunes. La majorité a accepté. L'OIF est venu pour faire l'audit du fichier. Et l'audit, qu'est-ce qu'elle a apporté? Pas grand-chose. C'est le peuple qui a choisi Issoufou, ce n'est pas quelqu'un. Il pourrait choisir d'autres. Vous voyez, il pouvait choisir même les opposants. Mais Dieu a fait que cette fois-ci, c'est encore lui qui a été choisi. Et chacun n'a qu'à attendre son tour. C'est une affaire de 5 ans, hein. Ce n'est pas long, 5 ans. Il faut qu'on soit patient, qu'on attende son tour. Mais malheureusement, au Niger, quand ce n'est pas moi, il faut que la case brûle. C'est ça le problème. Il faut regarder à côté de nous. Le Bénin, en 48 heures, ils ont donné les résultats. Personne n'a branché. Mais nous, ici, il faut qu'on montre que le pouvoir, c'est nous. Si nous n'avons pas le pouvoir, tout n'a qu'à brûler. Tout n'a qu'à s'écrouler. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. En Libye, le gouvernement d'union nationale a réussi à rallier rapidement de nombreux soutiens, dont celui de milices et de villes. En effet, des centaines de personnes se sont rassemblées ce vendredi soir à Tripoli pour soutenir le gouvernement d'unité nationale libyen, soutenu par l'ONU, et pour demander aux autorités non reconnues de Tripoli de céder le pouvoir au Premier ministre désigné, Fayez al-Sarraj, arrivé dans la capitale mercredi. Le chef du gouvernement libyen, formé sous l'égide de l'ONU, Fayez al-Sarraj, est apparu ce vendredi pour la première fois en public dans une mosquée de la capitale. Et ceci après avoir débarqué mercredi dernier d'un navire militaire libyen dans la base navale de Tripoli. Son arrivée a suscité la colère du gouvernement et du Parlement non reconnu internationalement, installé à Tripoli et lié à la coalition de milices Farj Libya, qui l'ont sommé de partir ou d'en assumer les conséquences. Fayez al-Sarraj a néanmoins déjoué les pronostics en recevant de multiples soutiens malgré la fermeture de certaines routes et des tirs dans la capitale qui ont fait craindre aux habitants de nouvelles violences. En effet, en dehors des milices de la capitale qui lui ont fait allégeance, de même que les autorités de 10 villes de l'ouest de la Libye, quelques 300 Libyens défiant le déploiement sécuritaire ont manifesté à Tripoli.
Notre demande principale est d'être comme les autres pays, d'avoir un gouvernement, une armée, de la sécurité. Nous ne voulons pas des milices, nous ne voulons pas de la corruption. Nous voulons un gouvernement d'unité, nous voulons une armée, une police, des salaires et de la stabilité. Nous voulons un État capable de défendre ses frontières. Pour mémoire, le gouvernement d'union a été créé après un accord signé fin 2015 sous l'égide de l'ONU par des députés des deux parlements rivaux, et ce, malgré l'opposition des chefs de ces institutions. Direction l'Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma, humilié par la justice, qui l'a jugé coupable de violation de la Constitution, a reconnu ce vendredi avoir commis une faute constitutionnelle. Il a toutefois éludé toute idée de démission, malgré les appels pressants. La Cour constitutionnelle a estimé jeudi que Jacob Zuma n'avait pas respecté la Constitution en refusant de rembourser à l'État plusieurs millions de dollars de frais de rénovation de sa propriété privée. Le président doit désormais s'acquitter de la facture de la piscine, du poulailler, de l'enclos pour bétail et du centre de visiteurs qui ne sont en rien liés à la sécurité du domaine de Nkandla, a ordonné la Cour. Ce jugement est une victoire pour la démocratie, a salué vendredi le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, DA, qui a lancé une procédure de destitution contre le chef de l'État. Le populiste Julius Malema, leader du parti de gauche radicale des combattants de la liberté économique, EFF, a lui menacé de s'en prendre physiquement au président. Ces menaces n'ont pourtant pas ébranlé Zuma dans un discours télévisé diffusé vendredi soir. Je voudrais insister sur le fait que ce n'était jamais mon intention de ne pas me conformer aux mesures correctives prises à mon égard par le protecteur du citoyen ou de ne pas respecter la décision de son cabinet. La destitution du président n'a aucune chance d'aboutir, ont d'ores et déjà estimé les analystes, puisque son parti, le Congrès national africain, ANC, dispose de la majorité absolue au Parlement et lui reste largement fidèle. Le jugement, en raison de sa nature équitable et complète, ne devrait pas donner lieu à la réaction disproportionnée des partis de l'opposition. Il ne devrait pas non plus donner lieu à la demande de destitution. Il y a eu, selon nous, une réaction excessive de la part des partis de l'opposition. Il y a aussi un élément de sensationnalisme du jugement. L'ANC a le pouvoir de rappeler le président comme elle l'avait fait avec Thabo Mbeki en 2008, mais à quelques mois des élections locales, elle continue à soutenir l'homme de 73 ans dont le second mandat s'achève en 2019. Au Bénin, le groupe FADACA, mouvement politique ayant soutenu la candidature de l'opérateur économique Sébastien Ajavon, était hier en fin de journée face aux hommes de médias. À l'issue d'un point de presse, il a invité le nouvel élu à la vigilance et appelé à un regard bienveillant sur le projet de réhabilitation de Porto Novo, la capitale du pays. Plus de précisions avec le secrétaire général du groupe FADACA, Sefou Sakareyaou, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. Les populations de Porto Novo sont sorties massivement pour dire oui au développement, oui au bien-être de nos enfants, oui à la rupture tout simplement. En témoignent les résultats du premier tour pour le compte du candidat Sébastien Germain Adjavon. Le respect du mot d'ordre de ce dernier et l'écrasante victoire du candidat Patrice Athanase Guillaume Talon. Une première dans l'histoire de Rogbonu depuis 1990, sous la direction éclatante de l'honorable Sophia Tchanou Aruna et de Madame Shakirat Wabi. Notre groupe FADACA réitère par ma voix ses sincères félicitations au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous profitons
À cette occasion, pour éviter le nouvel élu à plus de prudence, il doit éviter certaines erreurs et surtout savoir choisir ses amis ou ses alliés. C'est aussi pour nous l'occasion de demander la réelle réhabilitation de la ville capitale de Porto Novo, notamment l'autoroute Carrefour Sémé-Porto Novo. Le retour à Porto Novo des 5 grandes institutions de la République doit être réalité à l'ère de la rupture. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce vendredi à l'unanimité une résolution visant à ouvrir la voie à une présence policière onusienne au Burundi. Cette présence onusienne aura pour but d'accroître la capacité des Nations Unies à suivre la situation sécuritaire, promouvoir le respect des droits de l'homme et à faire avancer l'état de droit dans le pays. La résolution votée vendredi donne au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, 15 jours pour dresser en collaboration avec le gouvernement burundais une liste des options envisageables pour ce déploiement. Un déploiement auquel Bujumbura s'est toujours opposé. Rappelons que les violences au Burundi ont débuté à l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé. En un an, elles ont fait 400 morts et 250 000 déplacés. En République démocratique du Congo, selon le porte-parole civil de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, pâtira du pays. Mais en attendant, l'ONU et l'État congolais souhaitent mettre en place des stratégies en vue de préserver la paix et la stabilité du pays. La dynamique de retrait serait déjà entamée, mais elle se fera graduellement. Félix Prosper Bassé intervient au micro de Yayette Maviga Nzao, notre correspondante sur place. Nous ne sommes pas venus au Congo pour rester là éternellement. Il faudra bien qu'un jour, que la MONUSCO puisse partir. Ce dialogue stratégique a été initié l'année dernière et a été bloqué depuis à peu près le mois de novembre ou de décembre de l'année dernière. Et fort heureusement, grâce à la volonté de toutes les parties et aussi grâce à l'intervention de tous ceux qui sont concernés, intéressés, préoccupés par la situation politique et sécuritaire ici au Congo, ce dialogue a repris. Ce dialogue a repris et du 9 au 19, des experts qui sont réunis au sein d'un comité technique se sont réunis du 9 au 19 pour discuter des points essentiels concernant le retrait de la force de la MONUSCO. Mais je veux aussi vous dire tout simplement une chose, c'est-à-dire que la réduction étant quelque chose qui est inscrite dans la résolution précédente, et à cause de cette inscription, la force s'était déjà engagée dans une dynamique de transformation de cette force dans l'optique d'une réduction des effectifs. Il faudra aussi considérer que ce n'est pas parce qu'on est 10 000 ou on est 20 000 qu'on est beaucoup plus efficace. Mais nous avons intégré cette nouvelle donne du Conseil de sécurité qui nous demande de nous préparer à partir. Et c'est pourquoi nous discutons avec les autorités congolaises. Et dans cette dynamique-là, nous avons déjà initié des mécanismes qui permettent à la force d'être beaucoup plus agile, d'être beaucoup plus mobile, d'être beaucoup plus opérationnelle et de répondre de manière effective aux préoccupations des populations. C'est dans ça que nous nous inscrivons, en accroissant nos moyens aériens, en accroissant nos moyens d'acquisition de traitement et d'exploitation de l'information, mais surtout aussi en nous appuyant sur nos partenaires congolais, parce que seuls nous ne pouvons rien faire, seuls sans la participation ou l'appui des populations civiles aussi, rien ne peut être fait. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de retrait qui doit se faire, encore une fois, de manière progressive, de manière graduelle et de manière ordonnée. Car les acquis que la RDC a pu quand même engranger avec l'appui de la MONUSCO depuis une quinzaine d'années, ces acquis ne sont pas négligeables et il ne faudra pas qu'on puisse les perdre tout simplement dans un départ précipité. Et c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de SICA.